Tu m'entends? Ouais. Ouh. Tu fais la chaudasse? Je fais ce que je veux. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais te poser? Alors, Qu'est-ce que je vais te poser comme question? je sais ce que tu vas nous dire. Voilà. Enfin, je sais que tu vas nous parler de Baudelaire. Oui, Ça, c'est chouette. il est beau de l'air. Oui. Est-ce que... Et après, on ira prendre un bol d'air. Sur un polder. Bon. Rien d'autre à dire, dame de Louloute? Oh non, écoute, je suis tout cuit. Oui. Je suis Tant de pressée de t'écouter. Tant de lassitude. Moi, j'adore. D'accord. Alors, on va y aller de bon cœur. Oui. Je vais retrouver ma page. Et nous allons parler aujourd'hui en compagnie de notre Louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu es encore en train de faire? Non, non, non. Si. Dis la vérité. Non, non, non. Si. Bon, mal parti. Je peux pas le dire. Bon, d'accord, ok. Donc, c'est bon, ça y est. C'est parti. Allez. Ah, elle est encore sur son ordinateur, celle-là. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 18 février. Mars. 18 mars, pardon. Excusez-moi. Beaucoup de problèmes avec les dates et ça me... Je sais pas. Pour moi, je vis, voilà. C'est tellement conventionnel. Aujourd'hui, nous allons continuer nos découvertes de cet immense écrivain, poète, auteur, critique, qui est Charles Baudelaire. Alors, nous avons fait les paradis artificiels en partie, évidemment, on ne va pas tout lire. Disons que c'était une mise en bouche. Reste à vous de découvrir la suite, si vous le souhaitez. Donc, il parlait des addictions en 1860, à propos du hashish et de l'opium. Mais aujourd'hui, nous allons faire un retour en arrière dans sa carrière au salon de 1846. Alors qu'est-ce que c'était que le salon? Le salon, c'était la présentation des meilleures œuvres picturales du moment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que des peintres allaient proposer leurs œuvres au salon et s'ils rentraient dans les cadres qui étaient fixés, eh bien, ils avaient le droit d'exposer. Le salon était visité bien évidemment par les bourgeois, ceux qui avaient du goût, ceux qui n'en avaient pas mais qui avaient de l'argent. Et à l'époque, les bourgeois étaient très très agressifs, surtout quand des peintures ne leur plaisaient pas. Ils étaient même prêts à les déchirer, à les lacérer, à les percer avec leurs cannes. Il y avait une grande agressivité et tout autant qu'ils pouvaient être admiratifs. Les tableaux de Delacroix ont souvent fait scandale d'ailleurs. Ensuite, Manet a fait scandale avec son Olympia, évidemment. Mais ça, on le verra plus tard. Ce sera les tout débuts de l'impressionnisme. J'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, dans ce premier morceau du salon de 1846, Baudelaire, qui est un bourgeois, s'adresse aux bourgeois qu'il déteste. Il les déteste, il les supporte pas. Il supporte pas la bienséance, il supporte pas de suivre les codes. Et
il parle aux bourgeois d'une manière extrêmement intelligente parce qu'il est capable de les décrire, de les insulter, de les ridiculiser et en même temps de les flatter. Ce qui fait qu'il devient acceptable. Et pour être publié à l'époque, eh bien, il ne devait pas inévitablement, ça c'est, il peut pas y échapper, il ne devait pas trop choquer un peu certes, mais il fallait également flatter. Et s'il en était incapable, eh bien, il n'était pas publié, il restait dans l'ombre. Donc Baudelaire a joué de sa faconde, parce c'était un vrai caméléon, Baudelaire, pour faire passer son message. On verra Rimbaud plus tard, parce que j'adore Rimbaud. Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3, 4 même. C'est très violent. Non, vous verrez Rimbaud, Arthur Rimbaud, qui est sans doute l'un des plus grands poètes du 19e siècle. Un homme exceptionnel. Enfin, quand il était jeune, parce qu'après 16 ans, il a perdu ce fluide magique, mais ça, nous le verrons. Alors, salon de 1846, aux bourgeois. Vous êtes la majorité, nombre et intelligence. Donc vous êtes la force, qui est la justice. Les uns savants, les autres propriétaires. Un jour radieux viendra où les savants seront propriétaires et les propriétaires savants. Alors votre puissance sera complète. Nul ne protestera contre elle. En attendant cette harmonie suprême, il est juste que ceux qui ne sont que propriétaires aspirent à devenir savants, car la science est une jouissance non moins grande que la propriété. Vous possédez le gouvernement de la cité, et cela est juste, car vous êtes la force. Mais il faut que vous soyez apte à sentir la beauté, car comme aucun d'entre vous ne peut aujourd'hui se passer de puissance, nul n'a le droit de se passer de poésie. Vous pouvez vivre 3 jours sans pain, sans poésie jamais. Et ceux d'entre vous qui disent le contraire se trompent. Ils ne se connaissent pas. Les aristocrates de la pensée, les distributeurs de l'éloge et du blâme, les accapareurs des choses spirituelles vous ont dit que vous n'aviez pas le droit de sentir et de jouir. Ce sont des pharisiens. Car vous possédez le gouvernement d'une cité où est le public de l'univers. Et il faut que vous soyez digne de cette tâche. Jouir est une science et l'exercice des 5 sens veut une initiation particulière qui ne se fait que par la bonne volonté et le besoin. Or, vous avez besoin d'art. L'art est un bien infiniment précieux, un breuvage rafraîchissant et réchauffant qui rétablit l'estomac et l'esprit dans l'équilibre naturel de l'idéal. Vous en concevez l'utilité, ô bourgeois, législateurs ou commerçants, quand la 7e ou la 8e heure sonnée incline votre tête fatiguée vers les braises du foyer et les oreillards du fauteuil. Alors les oreillards du fauteuil, vous savez, ils avaient de grands fauteuils avec des oreilles, là. C'est des grands fauteuils confortables à l'époque. Et puis les braises, évidemment, il n'y avait pas de chauffage en dehors d'une cheminée. Un désir plus brûlant, une rêverie plus active, vous délaisserait alors de l'action quotidienne. Mais les accapareurs ont voulu vous éloigner des pommes de la science, parce que la science est leur comptoir et leur boutique, dont ils sont infiniment jaloux. S'ils vous avaient nié la puissance de fabriquer des œuvres d'art ou de comprendre les procédés d'après lesquels on les fabrique, ils eussent affirmé une vérité dont vous ne vous seriez pas offensé, parce que les affaires publiques et le commerce absorbent les 3/4 de votre journée. Quant aux loisirs, ils doivent donc être employés à la jouissance et à la volupté. Mais les accapareurs vous ont défendu de jouir parce que vous n'avez pas l'intelligence de la technique des arts, comme des lois et des affaires. Cependant, il est juste, si les 2/3 de votre temps sont remplis par la science, que le 3e soit occupé par le sentiment, et c'est par le sentiment seul que vous devez comprendre l'art. C'est ainsi que l'équilibre des forces de votre âme sera constitué.
La vérité, pour être multiple, n'est pas double. Et comme vous avez dans votre politique élargi les droits et les bienfaits, vous avez établi dans les arts une plus grande et plus abondante communion. Bourgeois, vous avez, roi, législateur ou négociant, institué des collections, des musées, des galeries, quelques-unes de celles qui n'étaient ouvertes il y a 16 ans qu'aux accapareurs ont élargi leurs portes pour la multitude. Vous vous êtes associés, vous avez formé des compagnies et fait des emprunts pour réaliser l'idée de l'avenir avec toutes ses formes diverses, formes politiques, industrielles et artistiques. Vous n'avez jamais, en aucune noble entreprise, laissé l'initiative à la minorité protestante et souffrante, qui est d'ailleurs l'ennemi naturel de l'art. Car se laisser devancer en art et en politique, c'est se suicider, et une majorité ne peut pas se suicider. Ce que vous avez fait pour la France, vous l'avez fait pour d'autres pays. Le musée espagnol est venu augmenter le volume des idées générales que vous devez posséder sur l'art. Car vous savez parfaitement que, comme un musée national est une communion dont la douce influence attendrit les cœurs et assouplit les volontés, de même un musée étranger est une communion internationale où deux peuples s'observant et s'étudiant plus à l'aise se pénètrent mutuellement et fraternisent sans discussion. Vous êtes les amis naturels des arts, parce que vous êtes les uns riches, les autres savants. Quand vous avez donné à la société votre science, votre industrie, votre travail, votre argent, vous réclamez votre paiement en jouissance du corps, de la raison et de l'imagination. Si vous récupérez la quantité de jouissance nécessaire pour rétablir l'équilibre de toutes les parties de votre être, vous êtes heureux, repus et bienveillant, comme la société sera repue, heureuse et bienveillante quand elle aura trouvé son équilibre général et absolu. C'est donc à vous, bourgeois, que ce livre est naturellement dédié, car tout livre qui ne s'adresse pas à la majorité, nombre et intelligence, est un sot livre. Le 1er mai 1846. Donc, dans cette première partie, chacun peut comprendre l'importance des bourgeois dans la société, car ce sont eux qui sont à la charge de l'État, à la charge du pouvoir, et qui n'ont pas nécessairement d'éducation poétique, d'éducation culturelle, concernant la peinture, ou qui n'ont pas simplement de propension à s'en rapprocher, eh bien, Baudelaire essaye d'initier dans le cœur du bourgeois cette volonté de découverte de l'art, puisqu'il la promeut, il demande désormais aux bourgeois de la comprendre. Et ça, c'est une autre affaire. Et on le verra tout au long du XIXe siècle avec des articles, avec des livres comme celui de Zola, L'œuvre, qui est un livre magnifique, alors qui raconterait, si vous voulez, l'histoire de Cézanne, du peintre Cézanne, parce que Zola et Cézanne étaient des amis d'enfance. Mais ça n'a pas du tout plu à Cézanne, et il y a une polémique aujourd'hui où Zola aurait fait le portrait d'un peintre qui n'avait pas de rapport avec Cézanne, mais qui lui ressemblait beaucoup. Donc chacun y trouvera sa vérité. On pourra parler un jour du peintre Cézanne, si vous le voulez. C'est un peintre que je n'ai jamais apprécié, pour multiples raisons, mais qui a fait parfois de belles choses, parfois. Mais Cézanne, par exemple, c'est le peintre maudit par les bourgeois et qui, à la fin de sa vie, va être admiré par les mêmes bourgeois qui l'avaient maudit. C'est un bel exemple. C'est souvent comme ça. Hein. Il a fallu 100 ans pour Van Gogh. Hein. Donc Van Gogh n'a vendu qu'un seul tableau dans toute sa carrière. C'était à une peintre à Bruxelles, alors qu'il avait exposé à l'exposition des vins. Ça devait être en 1893, je crois, parce qu'il est mort en 94. Et donc, l'histoire des peintres maudits au 19e, elle s'étend. Elle s'étend très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle. On aura d'autres peintres maudits, bien sûr, et puis on a eu de grands collectionneurs qui ont été initiés par
par Kahnweiler au début du XXe siècle, qui ont fait que l'art a été propulsé, et principalement les cubistes, Picasso et Braque, entre autres, évidemment. Mais on n'y est pas encore. Donc dans son deuxième passage, premier chapitre, à quoi bon la critique? Vous allez découvrir avec Baudelaire que l'esprit de la critique est extrêmement bien analysé. On va même trouver des analogies très similaires à celles que nous vivons aujourd'hui, à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, au mauvais esprit qui prédomine aujourd'hui. Car si l'esprit de l'intellect était dirigé par celui des poètes, eh bien, il n'y aurait pas autant de conflits et de méchants mots. À quoi bon la critique? À quoi bon? Vaste et terrible point d'interrogation qui saisit la critique au collet dès les premiers pas qu'elle veut faire dans son premier chapitre. L'artiste reproche tout d'abord à la critique de ne pouvoir rien enseigner au bourgeois qui ne veut ni peindre, ni rimer, ni à l'art, puisque c'est de ses entrailles que la critique est sortie. Et pourtant, que d'artistes de ce temps-ci doivent à elles seules leur pauvre renommée. C'est peut-être là le vrai reproche à lui faire. Vous avez vu un Gavarni représentant un peintre courbé sur sa toile, derrière lui un monsieur grave, sec, roide et cravaté de blanc, tenant à la main son dernier feuilleton. Si l'art est noble, la critique est sainte. Qui dit cela? La critique. Si l'artiste joue si facilement le beau rôle, c'est que le critique est sans doute un critique comme il y en a tant. En fait, de moyens et de procédés, des ouvrages eux-mêmes, le public et l'artiste n'ont rien à apprendre ici. Ces choses-là s'apprennent à l'atelier et le public ne s'inquiète que du résultat. Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique, non pas celle froide et algébrique qui, sous prétexte de tout expliquer, n'a ni haine ni amour et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament, mais un beau tableau étant la nature réfléchie par un artiste, celle qui sera ce tableau réfléchie par un esprit intelligent et sensible. Ainsi, le meilleur compte-rendu d'un tableau pourra être un sonnet ou une élégie. Mais ce genre de critique est destiné au recueil de poésie et aux lecteurs poétiques. Quant à la critique proprement dite, j'espère que les philosophes comprendront ce que je vais dire. Pour être juste, c'est-à-dire pour avoir raison d'être, la critique doit être partiale, passionnée, politique, c'est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d'horizons. Donc là, vous comprenez que, pour Baudelaire, la critique, elle doit être absolument personnelle. Ça doit être l'œuvre d'un esprit éveillé, qui est passionné par ce qu'il critique. C'est-à-dire que s'il va accuser, s'il va tourner en ridicule une œuvre, il doit le faire avec passion et le justifier également. Et c'est pour ça qu'il demande aux critiques d'être partial, c'est-à-dire d'être exclusif. Je vais me permettre de fermer la fenêtre, parce que l'air est glacial. D'être exclusif et de donner son point de vue à lui, mais pas celui des autres, mais son point de vue à lui doit être critique pour permettre d'ouvrir une vision plus vaste. C'est-à-dire, on ne va pas se contenter de rentrer dans un salon, de regarder les tableaux et de dire bah, ça c'est nul, ça c'est bien, ça suffit pas. Ça c'est une preuve de peu d'esprit. Pour Baudelaire, il faut expliquer pourquoi c'est mal fait, pourquoi le sens est raté, pourquoi cela, pourquoi cela, et amener celui avec qui il échange à d'autres choses. S'il n'y a pas cet échange-là, alors la critique n'a aucun sens. Exalter la ligne au détriment de la couleur, ou la couleur au dépens de la ligne, sans doute, c'est un point de vue. Alors, quand il dit ça, il faut se remettre dans le contexte.
à la fin du XVIIIe siècle et à l'entrée vers le XIXe siècle, il y a eu la Révolution, et on a créé un style néoclassique, dont David et d'autres Greuze, bon c'était plutôt le XVIIIe, mais on y est revenu après, donc dont David, le peintre David, qui a peint également le couronnement de Napoléon, bon, David, Giraudet, il y a plein de peintres néoclassiques, ont privilégié, si vous voulez, l'art grec, les proportions, l'histoire grecque d'ailleurs, on revient aux mythes, comme au XVIIe siècle, mais on les exacerbe, et puis on traite parfois d'autres sujets. Et viendra Ingres, l'un des plus grands élèves de David, qui va exceller dans les tableaux bourgeois. Parce qu'on arrive aussi aux grands tableaux bourgeois, les tableaux de cour, si vous voulez, ou de bourgeois riches qui se font peindre de manière très classique. Vous le verrez avec Ingres, hein, c'est presque du surréalisme, pas le surréalisme qu'on verra avec Breton, mais c'est tellement réaliste qu'on en dirait une photo. Donc là, c'est quand Baudelaire parle « exalter la ligne au détriment de la couleur ». Et paradoxalement, à la même période de Ingres, qui était l'un des meilleurs élèves de David avec Giraudet, eh bien, vous avez Delacroix. Et Delacroix, c'est, si vous voulez, le chantre du romantisme, c'est l'exaltation de la couleur et du mouvement. Delacroix, qui est de formation classique, qui est un grand admirateur de Rubens, des formes voluptueuses et des volutes, si vous voulez, lui va privilégier la couleur au détriment du dessin. Même si Delacroix est un admirable dessinateur. Ce n'est pas Derrière moi, vous avez une reproduction d'ailleurs de Médée furieuse de Delacroix. C'est une gravure. Donc, l'opposition, exalter la ligne au détriment de la couleur, ou la couleur aux dépens de la ligne. C'est Ingres Delacroix. C'est Ingres contre Géricault. Le radeau de la Méduse, par exemple. C'est cette école du très beau, du parfait, contre l'imparfait. Et cet imparfait, c'est du sentiment. Parce que dans le parfait, il n'y a pas de sentiment. C'est de ça dont parle Baudelaire. Je reprends. Exalter la ligne au détriment de la couleur, ou la couleur au dépens de la ligne, sans doute c'est un point de vue. Mais ce n'est ni très large, ni très juste, et cela accuse une grande ignorance des destinées particulières. Vous ignorez à quelle dose la nature a mêlé dans chaque esprit le goût de la ligne et le goût de la couleur, et par quel mystérieux procédé elle opère cette fusion dont le résultat est un tableau. Ainsi, à un point de vue plus large sera l'individualisme bien entendu. Commander à l'artiste la naïveté et l'expression sincère de son tempérament, aidé par tous les moyens que lui fournit son métier. Qui n'a pas de tempérament n'est pas digne de faire des tableaux. Et, comme nous sommes là des imitateurs et surtout des éclectiques, doit entrer comme ouvrier au service d'un peintre à tempérament. C'est ce que je démontrerai dans un de ces derniers chapitres. Donc là, on sait, nous aujourd'hui, puisque Baudelaire a défendu Delacroix, que Baudelaire, il est porté vers le tempérament furieux, on va dire. Parce que Delacroix, c'est un furieux. Alors que Ingres, c'est un élève méticuleux. Il est parfaitement méticuleux. Tout ce qu'il fait est proche de la perfection absolue. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas furieux, mais il arrive à contenir en lui cette colère de peindre pour la transformer en une forme d'harmonie parfaite. Et pour Baudelaire, il y a cette opposition. Baudelaire, c'est le feu. Donc, automatiquement, Baudelaire s'oriente vers des peintres
qui sont dans cette chaleur, dans cette brusquerie, dans cette violence, dans le mouvement. Alors que Ingres, c'est pas du mouvement. Ingres, c'est figer le mouvement. Et c'est là que ça devient extraordinaire. Les deux sont extraordinaires, hein. Il ne faut pas les opposer, il faut simplement les comprendre. Or, là, déjà, Baudelaire commence à dire que, ces peintres-là, qui sont que dans la ligne, c'est très pauvre. Alors que quand vous êtes dans la couleur, vous explosez. Et c'est pour ça qu'il parle de cette couleur de la nature qui, elle, est chatoyante. Regardez les couleurs d'un jardin japonais, regardez l'harmonie qu'on arrive à créer dans la nature avec des couleurs fabuleuses. Les champs de lavande, par exemple, dans le sud de la France. C'est ce que je démontrerai dans un des derniers chapitres. Désormais muni d'un critérium certain, critérium tiré de la nature, le critique doit accomplir son devoir avec passion. Car pour être critique, on n'en est pas moins homme. Et la passion rapproche les tempéraments analogues et soulève la raison à des hauteurs nouvelles. Stendhal a dit quelque part, la peinture n'est que de la morale construite. Que vous entendiez ce mot de morale dans un sens plus ou moins libéral, on en peut dire autant de tous les arts. Comme ils sont toujours le beau exprimé par le sentiment, la passion et la rêverie de chacun, c'est-à-dire la variété dans l'unité ou les faces diverses de l'absolu. La critique touche à chaque instant à la métaphysique. Chaque siècle, chaque peuple ayant possédé l'expression de sa beauté et de sa morale, si l'on veut entendre par romantisme l'expression la plus récente et la plus moderne de la beauté. Le grand artiste sera donc, pour le critique raisonnable et passionné, celui qui unira, à la condition demandée ci-dessus, la naïveté et le plus de romantisme possible. Et là encore, Baudelaire se place en tant qu'admirateur de ce romantisme qui a été initié en Allemagne par le grand écrivain qui est Goethe, avec les Mémoires du jeune Werther, et ensuite avec les merveilleuses peintures romantiques allemandes de Caspar Friedrich, où vous verrez toujours un homme perdu dans l'immensité, ce qui fera dire à Delacroix plus tard, l'homme n'est rien face à l'immensité de la nature. Et ça, c'est vraiment ce qui va définir le romantisme. Et Baudelaire, lui, est un homme moderne, donc le romantisme à cette époque est moderne, et il va s'opposer au néoclassicisme, qui est, si vous voulez, un retour aux philosophes, comme à la Renaissance, en Italie, un retour au classicisme, alors que ce romantisme, lui, va exploser tous les cadres. Et on le verra, entre autres, plus tard, avec Géricault et son fameux radeau de la Méduse, où Géricault va prendre un événement, ça c'est typique du romantisme, un événement du réel, et il va l'exacerber, et il va représenter une scène de ce naufrage abominable qui était le radeau de la Méduse, et pour cela, Géricault va aller à la morgue chercher des morceaux de suppliciés, c'est-à-dire des bras, des pieds, des têtes, donc des hommes en puzzle, si vous voulez, pour aller dans la vérité absolue de la réalité. Il faut dire que Géricault était un homme qui, psychologiquement, était, on pourrait dire aujourd'hui qu'il était schizophrène. Mais ça n'en demeure pas moins, certainement l'un de mes peintres favoris, préférés, et un génie absolu. Delacroix va faire pareil. Quand il va représenter les massacres de l'île de Scio, Delacroix, en tant que peintre romantique, va représenter et défendre un point de vue politique du massacre des Grecs par les Turcs. Et il va rendre cet aspect très poétique et en même temps sordide.
Donc là, c'est vraiment de la peinture romantique et je vous encourage à aller la voir. Et je comprends Baudelaire qui avait un caractère révolté dans son amour du romantisme parce que s'il ne savait pas peindre, comme Victor Hugo par exemple, eh bien, ce qu'il savait, c'était peindre avec les mots. Et c'est pour ça qu'il a mis son savoir, son talent, au service de ce romantisme. Et surtout de Delacroix. Chapitre 2. Quelle heure est-il? Ça va, Louloute, on continue? Ah oui, très bien. On continue ou on arrête? Écoute, ça fait combien là? 30 minutes. Oh, ça fait 30 minutes et je trouve que c'est bien. C'est ce que Alors, tu t'es dit, 30 minutes, c'est bien. Alors on arrête à 30 minutes et nous reprendrons au chapitre 2. Qu'est-ce que le romantisme? Nous reprendrons plus tard, demain, après-demain. Super. Nous verrons. Très bien. Voilà, eh bien, Louloute et moi, nous vous remercions de votre écoute attentive Oui. et de votre découverte des grands auteurs français et surtout de la peinture française, qui est une peinture exceptionnelle, contrairement à ceux qui n'y croient pas, comme les politiques aujourd'hui, qui ne connaissent rien à l'art. La preuve, Baudelaire les a bien décrits, mais pas assez, je dirais. Donc demain, nous découvrirons encore davantage de choses sur la peinture et surtout sur ces écrits qui marquent, si vous voulez, l'histoire de l'art, mais qui marquent aussi l'histoire de la civilisation française. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à plus tard. Salut. À bientôt. Bonne journée.